Le calme règne à Kaboul malgré quelques règlements de compte. L'Alliance du Nord promet des élections d'ici 2 ans, mais une grande conférence réunissant tous les Afghans devrait se tenir dans les prochaines semaines. La déroute des talibans continue, la bataille fait rage ce soir semble-t-il à Kandahar. Faute de maintenance ou sabotage, le mystère de l'Airbus A300 tombé sur New York n'est toujours pas levé. Les enquêteurs s'intéressent de près à la queue de l'appareil qui a été coupée net. L'échec de Seattle est effacé, commentaire des États-Unis après l'accord arraché à Doha pour un nouveau cycle de négociations commerciales. La France se dit satisfaite, José Bové dénonce le texte. 700 millions de francs de plus pour calmer les policiers, annonce faite ce matin sur notre antenne par Daniel Vaillant, le ministre de l'Intérieur. Question pour prendre le mal à la racine, faut-il interdire aux enfants les armes en plastique? On verra à ce sujet l'initiative de Médecins du Monde. Et puis la journée mondiale contre le diabète, souvent très mal détectée. La maladie touche 3 millions de personnes en France, mais beaucoup ne le savent pas. Des campagnes de dépistage impromptues vont se multiplier. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Kaboul retrouve des couleurs, Kaboul se découvre une nouvelle vie alors que les combats continuent dans le sud du pays. Malgré les incertitudes, malgré les représailles, il règne toujours comme un climat d'insouciance dans la capitale. Depuis 36 heures maintenant, la télévision par exemple est de nouveau autorisée. Chronique d'un retour à la normale, commentaire Claude Sampère. Un parfum de liberté flotte ce soir sur Kaboul. De la musique dans les petits restaurants du marché, le sourire sur tous les visages, la guerre semble déjà loin. Première journée de liberté à Kaboul. La musique sous le régime taliban était interdite. Je me suis rasé, dit cet homme. Vous voyez, il n'y a plus de talibans. Les barbiers de la ville font recette. Hier, les talibans imposaient le port de la barbe. Les étudiants en théologie avaient même fixé une taille minimum et celui qui ne respectait pas la règle atterrissait en prison. Aujourd'hui, Kaboul retrouve le visage d'une ville colorée, vivante, libre. Sur le marché, quelques femmes à visage découvert s'adressent directement aux journalistes présents. C'était injuste avant. On était obligé de porter la burqa. Maintenant, nous sommes libres. On est heureux. Autour de celle-ci, on aperçoit encore de très nombreuses femmes qui portent la burqa. Par peur, par tradition, il est difficile de le savoir vraiment. Au vent de la liberté se mêle encore le poids du passé. Dans un quartier de la ville, une famille reçoit une équipe de presse. Ce sont les filles qui parlent. Rouge à lèvres, lunettes de soleil. Elles montrent dans leur appartement la télévision et les cassettes de musique qui ont retrouvé leur place. Sur un mur, la photo de l'une d'entre elles, 5 ans plus tôt. Sous les talibans, toute photo de femme était strictement interdite. À l'entrée de la ville, ce ne sont plus des soldats qui arrivent, mais des bus de réfugiés. Ceux qui avaient fui la capitale sous le régime taliban reviennent pour la première fois dans la capitale. Même si l'avenir reste encore très incertain, ceux-là espèrent bien retrouver une vie normale. Oui, voilà pour le visage heureux de Kaboul. Il y a l'autre réalité, celle de l'épuration, celle des règlements de compte, même s'ils restent finalement assez peu nombreux. Attention, surtout si vous avez des enfants à vos côtés, certaines de ces images peuvent choquer. Loïc Delamornay. Emmenez-le, emmenez-le, crie la foule. Blessé, l'homme demande qu'on arrête de l'agripper et de le tirer dans tous les sens. Il est suspecté d'être un collaborateur des talibans. Visiblement, l'homme s'en défend. Arrête, arrête! Mais de quel droit me frappes-tu? Hurle-t-il. Les accusations qu'on lui jette au visage sont-elles fondées? Ou n'est-ce qu'une querelle de voisinage? Qu'importe, le soupçon est là, la rumeur enfle, les miliciens de l'Alliance du Nord l'emmènent. Est-ce pour le protéger de la foule, le juger, l'exécuter? On ne le sait pas. Avant l'entrée des soldats de l'Alliance dans Kaboul, la plupart des talibans ont fui la capitale. Pour ceux restés en arrière, malheur aux vaincus, ils seront piétinés par la foule. Plus loin, un autre cadavre de taliban est mis en charpie. Profitant de la présence d'une caméra, la foule scande « À mort les talibans, à mort le Pakistan, à mort Oussama Ben Laden ». Difficile de savoir si cet enthousiasme est sincère. Il y a peut-être également la volonté de se concilier les bonnes grâces des nouveaux maîtres de la ville. Dans les faubourgs, les soldats de l'Alliance exhibent fièrement leur nouvelle prison, un vieux conteneur. À l'intérieur, 4 Pakistanais et un Afghan. Ces hommes au regard apeuré
Sont-ils vraiment des prisonniers talibans? Je suis venu en Afghanistan pour travailler, pas pour me battre, assure celui-ci. Moi, je travaillais dans un hôpital, dit celui-là. La porte se referme. Même si les vengeances ne sont pas trop nombreuses, il vaut mieux pour ces prisonniers ne pas traîner en ville. Avec la fuite des talibans, les langues se délient. Il est question d'enrichissement indu, de spoliation et puis du malheur, tout simplement, avec le cas de cette femme qui s'est débarrassée de sa burqa. Elle a subi l'oppression talibane, elle a subi les bombardements américains aussi. Portrait à visage découvert avec nos envoyés spéciaux Michel Fine, Jean-François Monnier. Ça fait 2 jours qu'il creuse pour sauver ce qu'il peut. Un bombardier B-52 a lâché une bombe sur sa maison. Il venait de rater sa cible. C'était quelques heures avant que les Moudjahidines n'entrent dans Kaboul. La femme raconte qu'elle est restée coincée sous les ruines de la maison avec son petit enfant. Il ne lui reste rien. Il ne lui reste même pas, dit-elle, une tasse pour prendre le thé. Elle a été blessée à la tête et à l'épaule. La cible, c'était le propriétaire de cette voiture, Jalaluddin Haqqani, ministre des Frontières du gouvernement taliban, un mollah, un haut dignitaire. Lorsque la bombe américaine est tombée, il avait déjà quitté Kaboul. Il n'a rien laissé. Il habitait depuis 3 ans l'une des demeures les plus somptueuses de la capitale, dans un quartier chic de Kaboul. Le propriétaire de la maison raconte que les talibans l'ont obligé à donner sa villa. Ils l'ont frappé. Quand ils se sont enfuis, ils sont partis avec l'équipement. Les talibans n'ont rien payé. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent, qu'ils étaient des mollahs. Aujourd'hui, la maison est endommagée, mais personne ne viendra rembourser son propriétaire. Il réparera tout seul. Dans ce quartier où vivaient aussi beaucoup de pauvres gens, personne n'aimait le mollah Haqqani. Comme la plupart des hauts dignitaires talibans, il vivait grassement et ne s'en cachait pas. Ce n'était pas un homme bon, dit la dame. Dans ce quartier, on est pauvre, on n'a rien à manger. Et lui jetait des poulets entiers à la poubelle. Lorsque les Moudjahidines sont entrés dans Kaboul, la femme a applaudi et jeté sa burqa. Elle sait que désormais, elle est une femme libre, même si elle n'a plus rien. On retrouve Michel Fine à Kaboul. Michel, avez-vous le sentiment que le pouvoir de l'Alliance du Nord, finalement, prend ses marques dans la ville? Quelle est l'atmosphère et est-ce qu'on a l'impression que ce pouvoir s'installe? Alors écoutez, quand vous êtes ici à Kaboul aujourd'hui, ce que vous voyez d'abord, ce sont les policiers des forces spéciales mises en place par l'Alliance du Nord, forces spéciales de police mises en place à Kaboul, et des Moudjahidines partout, à chaque coin de rue, ils sont là. Alors on a l'impression effectivement qu'ils s'installent. Nous sommes allés tout à l'heure au ministère des Affaires étrangères pour voir les gens avec lesquels nous sommes régulièrement en contact et que nous voyions il y a encore quelques jours dans des petits bureaux à Jabal Sarraj. On rentrait, c'était des petits bureaux dans lesquels ils dormaient la plupart du temps. Aujourd'hui, ils sont dans des bureaux somptueux. Pour les voir, il faut prendre rendez-vous, il faut téléphoner, il faut attendre. Ils sont dans des bureaux avec de hauts plafonds, avec des lambris. C'est tout à fait une autre ambiance. On sent qu'ils sont en train de s'installer. Et quel est leur état d'esprit? Ils disent on ne souhaite pas gouverner à Kaboul. Mais que sentez-vous, vous, de leurs intentions? Alors la première chose qu'ils nous ont dite, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est de donner du travail aux femmes. Ça, c'est vraiment la première chose qu'ils nous ont expliqué. Ils pensent que c'est leur priorité. Ils veulent libérer les femmes, ils veulent ouvrir l'éducation. Vous savez que les talibans ne voulaient pas que les femmes travaillent et ils les empêchaient d'aller à l'école quand elles étaient jeunes. Aujourd'hui, elles vont pouvoir aller à l'école dans 3 mois quand les écoles seront rouvertes parce qu'aujourd'hui, pour cause d'hiver, elles sont fermées et elles vont pouvoir avoir du travail. Alors vendredi, c'est le jour férié. Samedi, c'est le début de la semaine ici en Afghanistan. On nous a dit venez samedi, vous verrez des femmes au travail dans les ministères. Deuxième chose que le gouvernement veut faire, il l'a promis, faire des élections d'ici 2 ans.
Michel Finn, envoyé spécial à Kaboul, témoignage enregistré il y a 1h30. Oussama Ben Laden et le Mollah Omar sont en vie à l'intérieur de l'Afghanistan et en bonne santé, c'est ce que rapporte l'agence islamique afghane, proche des talibans. À noter que leur ambassade, ici à Islamabad, la capitale du Pakistan, reste finalement ouverte. Ce soir, l'avancée de l'Alliance du Nord se poursuit, encouragée par la rébellion des habitants de plusieurs grandes villes, Jalalabad par exemple. La principale incertitude concerne Kandahar, au sud du pays, la capitale politique des talibans. Les communiqués de victoire et les démentis se sont succédés aujourd'hui. Kandahar, d'où nous avons reçu ces premières images tout à l'heure. Stéphane Bretner, Christian Autain. Les derniers résistants talibans, les voici. C'est ce qu'affirme la télévision du Qatar, Al Jazeera. Au cri de Vive Ben Laden, ils tiennent encore Kandahar, leur bastion, et celui de leur chef toujours introuvable, le Mollah Omar. C'est la dernière grande ville qui n'est pas encore tombée aux mains de l'Alliance du Nord. Les forces anti-talibanes poursuivent leur guerre éclair pratiquement sans combattre. Depuis hier, elles continuent leur marche en avant vers le sud, et cet après-midi, c'est Jalalabad, à l'est du pays, qui est tombé. Devant les caméras, les talibans lèvent le poing, mais c'est bien d'une défaite dont il s'agit. Sur ces premières images prises à l'extérieur de la ville, les combattants fuient, leurs familles, elles aussi, plient bagages. L'opposition contrôlerait dorénavant 80% de l'Afghanistan, hormis quelques poches de résistance dans le nord à Kunduz. Désormais, les Moudjahidines n'ont plus qu'un objectif, prendre la ville symbole de Kandahar. Pour l'instant, ils ne contrôlent que l'aéroport, mais certains témoins parlent de combats aux portes de la ville. L'opposition parle même déjà de victoire, information invérifiable. Aujourd'hui encore, les avions américains ont continué leur bombardement sur les lignes de front talibanes. La libération du pays pourrait être une question de jours. Au nord, un nouveau convoi humanitaire a franchi la frontière ouzbek vers Mazar-e-Sharif, conquise vendredi dernier. Pas d'image, mais ce premier témoignage d'un membre de Médecins sans frontières sur l'ambiance dans la ville, sans confirmer les massacres. On a trouvé une ville qui était très calme, il y avait très calme. De l'électricité même, en tout cas, il y avait... Non, il n'y a pas d'électricité et il y avait très peu de gens dans les rues. Quand je veux dire calme, ça veut dire qu'il y avait très peu de gens qui circulaient dans les rues et très peu de choses ouvertes. Par contre, c'est vrai qu'il y a encore des tirs sporadiques en ville. On ne sait pas trop à quoi ça correspond et on sait qu'il y a eu des pillages jusqu'à assez récemment. Ces sacs de nourriture sont très attendus. Aujourd'hui, les besoins sont immenses. Oui, les talibans résistent toujours également au nord du pays, dans une petite poche du côté de la ville de Kunduz. À quelques dizaines de kilomètres de là se trouve l'ancien siège de l'Alliance du Nord, dans la ville de Taloqan, ville qu'a pu rejoindre notre autre équipe en Afghanistan, envoyés spéciaux Bertrand Coq, Olivier Robert. Cette caravane où chevaux et dromadaires font cortège aux blindés, c'est en grand équipage le déménagement du gouvernement provisoire de l'Alliance du Nord. Parti ce matin de Rajabaoudine, tout à fait dans le nord de l'Afghanistan, le convoi va mettre 8 heures pour rallier Taloqan à 150 km plus au sud, l'ancienne capitale de l'Alliance reconquise il y a 2 jours. Franchi le fleuve Kukshan, voici les lignes. Sur ces collines, on s'est battu. Il y a 72 heures, ces tranchées étaient talibanes et des tombes fraîches témoignent que tous n'ont pas d'étalé sans combattre. De leur déroute reste un peu de littérature islamiste éditée au Pakistan et des munitions. Des dizaines d'obus que les combattants de l'Alliance du Nord s'emploient à désarmer. L'approche de Taloqan révèle un pays prospère où les bœufs sont à la charrue dans les rizières. Ici, comme souvent, guerre ou pas guerre, c'est la terre qui commande aux hommes. À l'entrée de la ville, surprise, une procession de petites filles et de jeunes filles couvertes de la burqa mais précédées de tambourins et qui chantent. Les talibans avaient interdit la musique, leurs vainqueurs n'ont pas de ces préventions. Ils sont partout en ville, comme des conquérants, et Taloqan leur fait fête. Les marchés sont pleins, et s'il y a disette, elles se cachent. Gloire au nouveau maître, dont la ville n'est qu'une étape. Le gouvernement provisoire de l'Alliance du Nord retrouve donc sa capitale et fait mine de s'y réinstaller. Mais il y a fort à parier que les opposants au régime taliban voudront aller jusqu'à Kaboul cueillir les fruits de leur victoire éclair. Et ce soir, précisément, un porte-parole taliban annonce que 50 personnes, dont 20 étrangers, américains et britanniques, ont été tués lors des combats dans cette zone
de Kunduz. La région de Bamiyan, elle, a été libérée, région connue pour ses bouddhas géants, détruits, vous vous en souvenez, par les talibans au début de l'année. L'Alliance du Nord a également pris le contrôle de la ville. Le scénario de l'après-Taliban, lui, reste flou. Première information aujourd'hui, une grande conférence rassemblant toutes les parties devrait se tenir prochainement aux Émirats Arabes Unis. Deuxième information, une force de sécurité associant soldats américains, anglais, canadiens et italiens pourrait se déployer dans le pays sous l'égide de l'ONU. Paul de Genève. L'ONU s'est décidée à mettre les bouchées doubles. L'organisation, elle non plus, ne croyait pas que Kaboul tomberait si vite. Ne pas laisser l'Afghanistan entre les seules mains des guerriers de l'Alliance du Nord est l'urgence aujourd'hui. Alors chacun se tourne vers Lakhdar Brahimi, le représentant des Nations Unies pour l'Afghanistan. Ce qu'il propose, réunir au plus vite l'ensemble des factions afghanes pour former un gouvernement de transition en place pour 2 ans. Ce gouvernement devra être approuvé par une grande assemblée de chefs afghans. Dernière étape, rédiger une nouvelle constitution. Autre volet de ce plan, le déploiement d'une force de sécurité. Des soldats afghans pourraient être chargés de cette mission, mais également une force multinationale à laquelle participeraient des pays musulmans, voire européens. Reste la question d'un homme accepté par toutes les ethnies pour prendre la tête d'un gouvernement. Burhanuddin Rabbani, président reconnu par l'ONU, ne fait l'unanimité que du côté tadjik. Quant au roi Zahir Shah, il annonce son retour, mais comme simple citoyen à la disposition de son pays. Dernière minute, la France se dit prête ce soir à participer à cette opération au sol pour permettre l'accès de l'aide humanitaire et sa distribution. C'est ce qu'indique la porte-parole de l'Elysée. Cette défaite éclair des talibans est suivie avec intérêt parmi les Afghans de France. Exemple à Strasbourg où la communauté compte quelques 500 membres. On sent chez eux la volonté manifeste de ne pas encore se laisser trop aller à la joie. Reportage Tania Djevinski, Sylvain Gauthier. Dans la petite épicerie de Saïd Hosseini, la musique ne s'est jamais arrêtée, comme pour afficher son militantisme de l'effigie du commandant Massoud aux étagères chargées d'artistes interdits. Architecte dans son pays, Saïd se souvient avoir pleuré lorsqu'on a fermé les écoles qu'il avait construites, mais pour lui aujourd'hui, tout redevient possible. C'est mon peuple qui rit, moi aussi je ris. Je suis content, mon peuple content, je suis aussi. Et retourner en Afghanistan ? Oui, maintenant c'est possible, oui. Maintenant c'est possible. Parce que l'Afghanistan, c'est mon pays, c'est libre. Revoir l'Afghanistan, c'est aussi le rêve de Mouna. À Strasbourg, comme beaucoup de réfugiés afghanes, cette jeune femme a pu travailler, mais après 16 ans passés en France, les nouvelles prennent une couleur particulière. J'ai entendu à la radio qu'il y a des femmes encore, ils n'osent pas enlever leur boukra ou leur tchadari. Parce que quand même, ça fait 5 ans ou 6 ans qu'elles se portent cette situation-là. Elles ont peur encore. Mais j'espère à bientôt qu'ils vont vivre libres. À l'image de Mouna, c'est un enthousiasme souvent nuancé qui anime les Afghans de Strasbourg, avec en filigrane une grande incertitude politique. Il faudra un régime qui a un plan, un programme social et politique pour le peuple afghan avant tout. Et je pense que la participation de l'ensemble des ethnies et tout ça dans le gouvernement afghan, ça c'est secondaire pour moi. Une communauté partagée entre espoir et incertitude, mais qui veut continuer à croire que tout peut recommencer. L'argent et la trahison sont les meilleures armes pour capturer Ben Laden. C'est la conviction des dirigeants occidentaux. Je suis convaincu que quelqu'un finira par le dénoncer, a déclaré tout à l'heure le ministre britannique de la Défense. En attendant, les enquêtes sur les réseaux d'Al-Qaïda suivent leur cours. Témoin, cette série d'arrestations en Espagne. Les policiers ont saisi à cette occasion des photos et une documentation impressionnante. Gilles Marinet. Dans les appartements perquisitionnés à Madrid et à Grenade, des armes, de l'argent, des faux papiers. Selon les enquêteurs, le réseau fournissait un soutien logistique à des islamistes en transit en Espagne vers d'autres pays d'Europe. Les 11 militants islamistes interpellés sont d'anciens moudjahidines. Comme leur chef, Imad Eddin Barakat, ils ont combattu en Afghanistan et en Bosnie ou participé à des entraînements militaires. La plupart avaient acquis la nationalité espagnole depuis plusieurs années. Imad Eddin, le numéro 1 du groupe, s'est installé en Espagne il y a environ 4 ans. C'était pour remplacer un homme qui est devenu depuis l'un des chefs des camps d'entraînement terroristes en Afghanistan. Ces hommes d'origine tunisienne, algérienne et syrienne étaient chargés aussi de recruter des volontaires pour les camps d'entraînement afghans ou le combat en Tchétchénie, comme le montrent ces cassettes. L'enquête pour faire tomber le réseau a duré 2 ans.
La police espagnole s'emploie maintenant à définir la place exacte occupée par ce groupe dans l'organisation d'Oussama Ben Laden. Un mot enfin de la couverture du conflit par les médias. On apprend à l'instant que la police américaine a interpellé le correspondant d'Al Jazeera, la chaîne info du Qatar, présente seule à Kaboul pendant plusieurs semaines. Interpellation à Washington alors que le correspondant de la chaîne couvrait le sommet américano-russe. Les conséquences indirectes de l'opération Liberté immuable et de la grande coalition formée par les États-Unis, le désarmement par exemple, progresse. Le président russe Vladimir Poutine a proposé la nuit dernière, lors de son voyage à Washington, de réduire d'au moins 2/3 l'arsenal nucléaire de son pays. L'engagement américain est du même ordre. Pas de compromis en revanche sur la défense antimissile, le bouclier que souhaitent mettre au point les États-Unis. Le mystère demeure à New York 2 jours après le crash d'un Airbus A300. La première boîte noire a livré quelques certitudes. Il n'y a eu ni détournement ni explosion à bord. Pour le reste, les enquêteurs continuent à tâtonner. La thèse de l'accident reste privilégiée, mais impossible pour l'instant d'expliquer ces circonstances. Étienne Lénart, Aaron Diamond. Juché sur un camion, l'un des moteurs de l'Airbus A300 d'American Airlines. Après un premier examen, les enquêteurs ont déjà acquis la conviction que l'origine de la catastrophe n'est pas à chercher dans une éventuelle avarie des 2 réacteurs qui ne se sont pas désintégrés. L'examen de la première boîte noire où ont été enregistrées les conversations dans le cockpit a permis de reconstituer les derniers instants du vol. 1 minute et 47 secondes après le décollage, un bruit métallique est perceptible. Un deuxième bruit est perceptible 14 secondes plus tard. On entend plusieurs commentaires qui suggèrent la perte de contrôle de l'appareil. Et l'enregistreur des conversations dans le cockpit cesse de fonctionner 2 minutes et 24 secondes après le décollage. L'autre boîte noire est tellement abîmée qu'il faudra attendre encore avant de pouvoir analyser les paramètres du vol. Des témoins ont vu l'avion être secoué. Qu'est-ce qui a provoqué ces secousses? Pourquoi les 2 moteurs et surtout pourquoi la dérive se sont-ils détachés? Le responsable de l'enquête a admis ce matin qu'il avait beau chercher dans sa mémoire, il ne se souvenait pas d'un accident comparable. Et on a appris aujourd'hui qu'une des passagères tuées dans la catastrophe était une rescapée des attentats du 11 septembre, l'employée d'une boutique de restauration rapide au World Trade Center. Elle avait pu s'enfuir juste avant que la tour ne s'effondre. Ce drame a d'ailleurs fait revivre l'effroi du 11 septembre. Le quartier de Manhattan est situé tout près de celui du Queens. Le panache de fumée a bien sûr été aperçu partout dans la ville. Sur place, Julien Beaumont, Éric Delagneau. Ne pas céder à la panique. Dans les rues de New York ce matin, le crash de l'avion d'American Airlines reste le sujet le plus abordé dans les conversations. Le maire a beau multiplier les messages rassurants, 2 mois après les attentats du 11 septembre, cet accident ne pouvait pas plus mal arriver. On ne sait pas quand le prochain désastre va arriver. Les tours jumelles sont en poussière. Nous avons déjà perdu tant de personnes. Et maintenant, c'est un avion qui s'écrase dans nos jardins. Ça fait trop de coïncidences. Ce nouveau coup dur renforce encore un peu plus la fibre patriotique des New-Yorkais, des habitants bien décidés à faire face. C'est difficile pour les compagnies aériennes. Mais si j'ai le choix, je reprendrai l'avion demain. Je pense que ce crash était un accident, pas une attaque terroriste. Je travaille à l'Empire State Building et cela ne m'inquiète pas plus que cela. C'est ici, à l'Empire State Building, que la tension est la plus palpable. Lundi, au moment du crash, ce bâtiment, qui est le plus haut de New York, a été évacué. Il vient de rouvrir ses portes, mais reste en alerte permanente. Même si le transport aérien reste le plus sûr moyen de transport au nombre de kilomètres parcourus, la peur de la catastrophe, accidentelle ou provoquée, a toujours existé dans les grandes villes. À Paris, par exemple, plusieurs associations demandent depuis longtemps l'interdiction du survol de la capitale par les avions de ligne. Les derniers événements n'ont fait que les conforter. Marc Maisonneuve, Patrick Deschmecker, Jean-Yves Blanc. C'est autorisé, mais ça n'arrive qu'une fois par an, le 14 juillet. Ce sont des appareils militaires. En ce qui concerne les vols civils, pour l'instant, la réglementation est simple. Interdiction de survoler Paris en dessous de 2000 mètres d'altitude. La loi remonte à 1948, époque à laquelle le Bourget était l'unique aéroport parisien, époque à laquelle 30 avions décollaient chaque jour. Aujourd'hui, il en décolle 5000. Nous nous demandons dès aujourd'hui l'application de l'interdiction totale du survol de tout avion au-dessus de Paris et de la Petite Couronne, de toutes les zones densément peuplées, pour des risques d'accidents éventuels, comme on vient de le voir à New York,
et pour des risques d'attentat évidemment. Exemple de danger potentiel, le périphérique. En phase d'approche, juste avant l'atterrissage donc, les avions sont à 2500 mètres d'altitude. La question est alors, que se passerait-il en cas d'accident? Un avion qui n'a plus de moteur, pas de moteur total, même des 4 moteurs, comme l'Airbus 340 par exemple, il peut faire, à une altitude de 2000 mètres, il peut faire 40 km. C'est-à-dire qu'il a de quoi largement trouver un terrain pour se poser. On l'a vu sur les Açores il n'y a pas très longtemps. Le 19 novembre, le Conseil de Paris devra répondre à la suggestion des écologistes et des élus parisiens de l'UDF. L'interdiction totale du survol de Paris. À l'étranger encore et en bref, terrible accident de car dans le sud-ouest de l'Espagne, dans la province de Huelva. 19 morts, des retraités de Tarragone. Ils effectuent une excursion de plusieurs jours. On ne connaît pas les raisons de cette sortie de route. Le chauffeur indemne n'a pas encore pu l'expliquer. Son taux d'alcoolémie en tout cas était nul. À Alger, 75 nouveaux corps retrouvés aujourd'hui après les pluies torrentielles. La presse estime que le bilan devrait atteindre 1 millier de morts. Les sans-abri se comptent par milliers dans le quartier populaire de Bab el-Oued où les autorités ont du mal à faire face. Reportage Patrick Fandiot, Édouard Perrin. Le service d'ordre est débordé. À l'intérieur de la mairie, 300 femmes, sans abri, installées ici depuis samedi, en attente d'un logement. C'est mes voisins. Ça fait 5 jours qu'on est là. C'est trop. Nous sommes dehors. Nous dehors. 4000 familles touchées, seules 47 ont été relogées. La mairie prend son temps, il y aurait trop de faux sinistrés, dit-elle. Tout ce qui se trouve là, la plupart n'habitent pas Bab el-Oued. Et pourquoi ils sont là? Ils sont là, c'est des opportunistes. C'est des gens pour profiter de l'occasion. Voilà, c'est lui là, regarde. Voici l'un de ceux accusés de vouloir profiter de la situation. En fait, ce sont souvent d'anciens sinistrés, des victimes du tremblement de terre de 1989. Comme Mustapha, ils habitent des centres de transit depuis 12 ans. 34 familles vivent ici. Ça, à cause des vents. À cause des vents, regardez, ils sont tombés là, là, on regarde là-haut. Voilà. Taille moyenne des pièces, 15 mètres carrés. Combien d'enfants vous avez d'enfants? 5. 5 enfants, tous là. Tous là, ouais. Manger, boire et là. Tout. À signer ces papiers-là. On n'est pas des faux sinistrés, on est des vrais sinistrés, nous. On est des vrais, on n'est pas des faux. Mais on n'est pas venus d'ailleurs, on est nés ici à Bab el-Oued. La plupart de ceux qui sont morts samedi dernier vivaient eux aussi dans des maisons de ce type, des constructions de fortune. C'est pourquoi Mustapha et ses voisins veulent qu'on règle une bonne fois pour toutes leurs problèmes de logement. C'est vrai que c'est obligé qu'ils vont loger les gens qui ne sont pas d'abri carrément. C'est normal ça. Mais on est peur, nous, d'être oubliés. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on peut. Avant les inondations de samedi dernier, la question du logement était déjà ici un problème social majeur. Aujourd'hui, le pouvoir algérien est sommé de trouver au plus vite des solutions pour répondre à la colère des sans-logis et des mal logés. Nous vous parlions il y a quelques semaines de ce procès très controversé en Égypte, celui de dizaines d'homosexuels poursuivis, je cite, pour mépris de la religion ou pratiques sexuelles contraires à l'islam. Eh bien, malgré les protestations intérieures et internationales, 23 d'entre eux ont été condamnés à de la prison ferme avec, pour certains, des travaux forcés. En France, les efforts du gouvernement pour calmer la colère policière. Nouvelle dotation de 700 millions de francs qui s'ajoute aux milliards déjà annoncés en vue du budget 2002. Il est notamment question, vous le savez, de généraliser les gilets pare-balles. Actuellement, on estime que pour 80 000 fonctionnaires évoluant sur le terrain, entre guillemets, il y a 21 000 gilets pare-balles. 30 000 nouveaux gilets devraient donc être acquis. En fait, depuis plusieurs années, certains des policiers, les moins rassurés, achètent eux-mêmes, faute de mieux, leur gilet pare-balles. Reportage Christelle Bertrand, Joseph Bachtik. Ce n'est pas un magasin tout à fait comme les autres. Seuls les professionnels de la sécurité ont le droit d'entrer. Une clientèle d'habitués achète ici la panoplie du parfait agent de surveillance. Mais de plus en plus de policiers viennent aussi y faire leurs courses. Cet homme de dos n'est encore que stagiaire gardien de la paix. Pourtant, il éprouve déjà le besoin d'acheter son propre gilet pare-balles. Il juge que les gilets fournis par l'administration ne sont pas adaptés. Et ce n'est pas l'annonce du ministre de l'Intérieur qui promet de nouveaux équipements qui le rassure. Bon, alors là, on ne sait pas comment ils seront. On sait qu'ils vont le faire, mais on ne sait pas dans combien de temps non plus. Donc d'ici là,
on peut tomber sur demain une affaire qui soit très dangereuse, donc on ne peut pas se permettre d'attendre comme ça sans avoir une date précise. L'apprenti policier ne sera pas remboursé. 4 500 francs sortis de sa poche, il pense que c'est le prix à payer. Ah oui, mais bon, pour la vie, c'est pas cher. Vous voyez, une fourchette de 4 000, 4 500 francs pour un fonctionnaire de police, c'est quand même une partie de son budget mensuel, voire annuel, puisqu'il y a d'autres priorités, sachant qu'il n'y a pas que ça comme matériel qu'ils achètent. Il y a aussi porte-menottes, etc. Enfin, d'autres accessoires dont ils ont besoin pour leur travail de tous les jours. Le marché de la sécurité est en pleine expansion. Les ventes de gilets pare-balles augmentent au fur et à mesure de la montée de l'insécurité et du nombre de policiers pris pour cible. Et à propos de délinquance et de violence, cette initiative de l'association Médecins du Monde, elle demande à tous les enfants ou à leurs parents de se débarrasser d'un fusil ou d'un revolver en plastique. C'est l'opération Jette ton arme. Des conteneurs seront disposés un peu partout à cet effet le 20 novembre prochain, journée mondiale de l'enfance. Alors ces bonnes intentions peuvent-elles être efficaces? Qu'en disent les spécialistes? Enquête Éléonore Gay, Joseph Bachtik. Un geste pour s'amuser. Dans d'autres pays, les enfants de la guerre tirent parfois à balles réelles. Mais pour les petits Français, aucun cessez-le-feu ces dernières semaines. La guerre des cours de récré reste un jeu d'enfant. C'est rigolo de faire semblant de tuer les gens. Mais par contre, tuer les gens pour de vrai, j'aime pas. Quand c'est vrai, que je vois du sang vrai quand ils tirent, eh ben, j'aime pas. Mais quand on joue seulement, eh ben, j'aime bien. Des enfants lucides face à ces grenades, revolvers ou fusils mitrailleurs en plastique. Des copies très réalistes qui laissent les adultes perplexes. Tonton, je veux une mitraillette, tonton, je veux une mitraillette. Et moi, ça me plaît pas trop de lui acheter une mitraillette. Voilà. Pourquoi? Je sais pas, avec tout ce qui se passe en ce moment, là, toutes ces images de guerre qu'on voit. Je lui en achèterai certainement une. De toute façon, si je lui achète pas, il servira d'un bout de bois, il servira de n'importe quoi pour le faire. Donc ça changera pas grand-chose. Impossible de résister. De toute façon, les pistolets en toc seraient plutôt utiles au développement des enfants. L'enfance est violente et elle a besoin de, au contraire, ça les sert à éliminer un petit peu leur pulsion agressive qu'ils ont. Les enfants ont toujours aimé les faux pistolets. Pourtant, les ventes restent limitées. Seulement 1% du chiffre d'affaires de ce magasin de jouets. Manifestation aujourd'hui à Agen des proches des parents de la petite Marion. Il y a 5 ans, jour pour jour, elle disparaissait. C'était quelques mois après l'affaire du trou. Depuis, des centaines de pistes ont été vérifiées en vain. Florence Bouclia, Éric Mézy. Le 14 novembre 1996, Marion Wagon, 10 ans, quitte l'école pour rejoindre son domicile seule, comme chaque midi. Elle joue ici quelques instants, puis elle repart et disparaît. 5 ans plus tard, l'enquêteur responsable de la cellule Marion à la gendarmerie d'Agen peut raconter minute par minute le parcours de la fillette jusqu'à midi 11. À midi 11, on a un témoin qui nous la voit à l'angle de la rue Hoche et de la rue Barsalou. En fin de compte, ce sera le dernier témoignage fiable où Marion est vue. En 5 ans, 1300 personnes sont auditionnées. En France et en Europe, des centaines de pistes sont vérifiées. La dernière en date, cette photo anonyme. Les parents de Marion y reconnaissent formellement leur fille. Les enquêteurs identifient les lieux, le Portugal. Ils remontent la piste, un touriste français et sa fille. Ce n'est pas Marion. Bien sûr qu'on a toujours l'espoir. On a toujours l'espoir tous les jours. Dès qu'on reçoit un appel, je veux dire, c'est peut-être la solution au bout du fil. On a toujours l'espoir. Ouais. On se bat pour avoir au moins la vérité. Et c'est un combat quotidien pour nous. Et si la vérité est insupportable, vous préféreriez quand même avoir la vérité? Il faut savoir, de toute façon. Ça, mais depuis le début de la disparition de Marion, on sait qu'on peut être affronté à toutes sortes d'hypothèses. Mais le droit de savoir, c'est prioritaire déjà. 5 ans d'attente, d'angoisse et d'espoir pour les parents de Marion. 5 ans d'attente aussi pour la ville d'Agen, traumatisée par la disparition si mystérieuse d'une fillette de 10 ans. Un juge devant ses pairs. L'an passé, la disparition d'une partie importante du dossier judiciaire visant l'église de Scientologie avait provoqué le scandale. Marie-Paule Moracchini, la juge en charge du dossier, devait en répondre devant le Conseil supérieur de la magistrature. Elle est donc soupçonnée de manque de rigueur, ce sont les termes employés. Marie-Paule Moracchini a bénéficié du soutien d'une quinzaine de magistrats ou d'avocats venus assister à l'audience.
Les affaires avec d'abord la fin des enveloppes de billets dans les ministères. Il s'agit bien sûr des fameux fonds secrets. Pour avoir un ordre de grandeur, ces fonds représentaient au total 394 millions de francs cette année. La partie dévolue aux services secrets, soit les 2/3 à peu près, sera maintenue. La partie réservée aux collaborateurs des ministères va disparaître. Les primes seront désormais inscrites sur les fiches de paye et déclarées au fisc. Cette réforme intervient suite à l'affaire des billets d'avion de l'Elysée. Elle met fin à une pratique plus ou moins avouée qui a eu cours pendant des décennies. Alix Bouillaguet, Abdelzouiwesh. Aujourd'hui, Bernard Debré porte sa blouse de professeur de médecine. Il y a 7 ans, il l'avait troquée pour un costume de ministre. Ses allers-retours à Matignon pour récupérer ses fonds secrets, il s'en souvient parfaitement. Moi, c'était 50 000 francs que j'allais chercher auprès du directeur de cabinet. C'était une tradition. J'ai dépensé ces fonds secrets comme pour la vie courante. Pour la vie courante, c'est-à-dire ? À côté, la vie courante, c'est-à-dire aller au restaurant, faire des courses. Ma femme faisait des courses avec de l'argent normal. Les fonds spéciaux, c'était une pratique vieille comme la République, et rares sont ceux qui en parlent. Michel Rocard est le seul Premier ministre à avoir accepté de nous expliquer de quelle manière il a dépensé cet argent. 2 ministres de mon gouvernement venaient du secteur privé. Tout le monde sait qu'il faut des gens du privé. Simplement, dans le cas des 2 personnes dont il s'agit, la diminution de revenus était de 60%. C'est-à-dire qu'il ne serait jamais venu si je n'avais pas pu fournir sur fonds spéciaux une certaine compensation. Utile aussi pour les frais de représentation. Donc il faut toujours des costumes impeccables. Même un Premier ministre, ça n'a pas un traitement à se payer un costume impeccable tous les mois. J'ai dû m'acheter 2 ou 3 costumes sur les fonds spéciaux. À l'avenir, les primes de cabinet seront imposables. Les fonds spéciaux réservés aux seuls services secrets. C'est en tout cas l'objet de la réforme. Elle sera discutée ce soir à l'Assemblée nationale. Comme prévu, le Conseil des ministres a autorisé Lionel Jospin à être entendu comme témoin dans l'affaire d'Estrade de financement occulte du PS. Pierre Moscovici, ministre délégué aux Affaires européennes et ancien trésorier du parti, sera entendu, lui aussi. Les affaires encore et la relaxe de Robert Hue dans l'affaire de financement, cette fois du Parti communiste. Après 5 ans de procédure, cette décision risque de relancer le débat en cours sur la marche de la justice et le respect de la présomption d'innocence. Dominique Verdeillan. La justice soupçonnait la Compagnie Générale des Eaux de financer le Parti communiste via le groupe Gifco. Mais le tribunal n'a pu mettre en évidence des relations financières entre le bureau d'études et le parti. D'où la relaxe. Satisfaction de Robert Hue, teintée d'amertume. 5 ans d'instruction pour aboutir à cette relaxe, 5 ans d'instruction, 5 ans de suspicion ravageuse, eh bien ça pèse sur un homme, une femme, ça pèse en l'occurrence et ça a pesé sur le dirigeant politique que je suis et sur le père de famille que je suis. En revanche, les ex-dirigeants de la Compagnie Générale des Eaux ont, eux, été condamnés pour abus de biens sociaux à des peines de prison avec sursis. Et c'est encore vers les magistrats que les regards vont se tourner après ce jugement. Ainsi, en octobre 2000, le parquet avait requis 15 mois avec sursis et 2 ans d'inéligibilité contre Robert Hue. En juillet dernier, le même parquet avait abandonné l'accusation et s'en était remis à la sagesse du tribunal. Alors question, le parquet va-t-il faire appel de cette relaxe ? Politique, Bruno Maigret est toujours là. Le président du MNR a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle aujourd'hui. L'ancien second de Jean-Marie Le Pen n'a donc pas renoncé à défendre ses chances. Annonce en forme de jeu de piste. Reportage Arnaud Boutet, Jean-Louis Bousser. Tout commence par un premier rendez-vous, porte de la Chapelle, au nord de Paris. Sur place, 2 collaborateurs de Bruno Maigret doivent conduire les journalistes en Seine-Saint-Denis. La confidentialité va permettre que la déclaration se passe dans les meilleures conditions. On garde encore le mystère. Quelques centaines de mètres plus loin, nous y voilà. Les abords du Stade de France. C'est donc ici, devant quelques dizaines de sympathisants, que Bruno Maigret devient officiellement candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi le stade? Parce que lors du match France-Algérie, une partie des spectateurs avait sifflé la Marseillaise. Le programme Maigret se résume donc ainsi, il faut remettre de l'ordre en France. Je veux que l'ordre républicain soit rétabli dans les zones de non-droit, que les bandes ethniques soient démantelées, les trafics de drogue, les trafics d'armes interrompus. 15 minutes plus tard, c'est terminé. Pas le moindre incident. Cela ne fut pas toujours le cas. Le 23 octobre, après l'affaire du Plessis-Trévise, Bruno Maigret avait tenté d'imposer son soutien aux policiers en colère. Hué, il fut tout simplement jeté du cortège.
Aujourd'hui, le candidat à l'Élysée doit recueillir 500 signatures d'élus. Bruno Maigret reste confiant, mais reconnaît qu'il est encore loin du compte. Économie, une croissance moins forte et donc des recettes en baisse. Le collectif budgétaire pour 2001 prévoit un déficit plus important que prévu, 212 milliards de francs, soit 26 milliards de plus que ce qui était annoncé au départ. C'est aussi cela le bilan de Lionel Jospin, c'est ce qu'indique ce soir le président du groupe RPR à l'Assemblée, Jean-Louis Debré. Un accord à l'arraché à Doha où s'est achevé tout à l'heure le sommet de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, accord sur un nouveau cycle de négociations commerciales. La France estime que la politique agricole commune n'est pas touchée, c'était l'un des enjeux du sommet. Sur place, Jean-Paul Chapelle, Philippe Jasselin. L'Organisation mondiale du commerce a retenu la leçon. 2 ans après l'échec de Seattle, elle a pris soin de ménager les pays pauvres. Ils ont obtenu un accès aux médicaments génériques, ces copies de grandes marques pharmaceutiques, en cas de crise sanitaire. Jusqu'à maintenant, à l'OMC, c'était les règles commerciales qui prévalaient. Aujourd'hui, ce sont les exigences de santé en cas de pandémie ou de grave épidémie. Je crois que c'est déjà, pour ce qui est de nous, gouvernement français, un progrès tout à fait considérable. Sur la question agricole, l'Europe s'est battue jusqu'au bout, refusant le retrait progressif des subventions à l'exportation. Finalement, elle l'accepte, en restant vague sur le calendrier. Nous devons rester maîtres de notre politique agricole et qu'en aucun cas, un début de cycle engagé ici à Doha ne peut nous engager dans une mondialisation de la politique agricole commune. Sans surprise, la Confédération paysanne de José Bové dénonce la logique libérale de cet accord qui ne fixe que le cadre des négociations commerciales à venir. Sur le social, le résultat est maigre. L'important était de parvenir à un accord, un signal positif pour l'économie mondiale, en tout cas pour le commerce et les échanges. C'est la première bonne nouvelle depuis le 11 septembre. En France, la fin de la grève des contrôleurs SNCF en Languedoc-Roussillon, reprise des trains grandes lignes et des TER à partir de demain. Et les contrôleurs réclamaient des effectifs supplémentaires et plus de sécurité dans les trains. Cela dit, Sudrail appelle à une nouvelle grève nationale dans 8 jours. À Toulouse, manifestation de ceux qu'on appelle les 100 fenêtres devant la mairie. Depuis la catastrophe de l'usine AZF, un contreplaqué ou une toile de plastique ont souvent remplacé les vitres et il commence à faire froid. Reportage Isabelle de Lyon, David Bress. Des tas de médicaments qui ne guérissent rien. Dans cet appartement qui n'a plus de fenêtres, depuis qu'il fait froid, tout le monde est malade. Notre médecin de famille qui nous a consulté en plusieurs reprises, et il nous a donné même une attestation comme quoi que, à cause de ce courant d'air, on est toujours malade, on tombe toujours malade. Des fenêtres, cette entreprise serait prête à en fournir, mais plus à n'importe quelle condition. Les premières semaines après la catastrophe, elle a réalisé pour plus de 4 millions de francs de travaux. Elle a encaissé moins de 10% de règlement. Aujourd'hui, elle consacre plus de temps aux chantiers qui n'ont rien à voir avec les sinistrés. On vient aider les gens, on vient aider la population, et à ce jour, les règlements ne se font pas. Donc on fait le maximum, on continue à faire le maximum, on ira jusqu'au bout, mais je vous dis, ce n'est pas du travail. 1200 entreprises prêtes à intervenir sont recensées par cette cellule d'urgence, mais peu de demandes arrivent, car les sinistrés se débattent avec les experts. Certaines compagnies d'assurance travaillent, je dirais, en ayant conscience qu'on est dans une situation de crise et donc accélèrent le processus. D'autres compagnies, d'autres experts ont un traitement des dossiers un petit peu plus administratif, ce qui ralentit naturellement les procédures. Là où l'argent est débloqué, les travaux avancent. Au plus démuni, Total a promis des fonds d'urgence pour qu'ils se calfeutrent, mais il faudra passer Noël dans le contreplaqué. Le passage à l'euro, il y a ceux qui ont du mal à calculer, ceux qui s'en mêlent un peu les pinceaux et puis ceux qui ont d'autres raisons d'être inquiets. Ainsi, l'Église, les paroisses ont peur de voir le produit de la quête diminuer. Vous allez comprendre pourquoi. Reportage dans les Landes, Éric Perrin, Philippe Dumel. La crainte est suffisamment grande pour que l'Église tire la sonnette d'alarme. Le passage à l'euro va-t-il lui poser des problèmes financiers ? Dans cette paroisse au sud des Landes, comme ailleurs en France, les charges sont importantes. Salaires, cotisations, frais de chauffage, d'entretien, de rénovation. Or, les dépenses sont financées aux 3/4 par les quêtes effectuées lors des messes. Après chaque office, Marie-Jo, la trésorière, fait les comptes et constate la part prépondérante dans les dons des pièces de 10 francs. Oh ben oui, c'est important. Elle représente à peu près les 2/3 de la quête en pièces de 10 francs. D'où cette inquiétude. Si les paroissiens remplacent la pièce de 10 francs par celle de 1 euro, les ressources chuteront de 35%.
Pas question de modifier le sacro-saint taux officiel de 6,55 957. Alors l'Église a décidé de lancer une campagne baptisée la conversion généreuse. Vous mettiez 10 francs, une pièce qui risque de ressembler à 1 euro. 1 euro plus un peu plus de notre cœur et on met 2 euros et voilà la conversion généreuse. Rien que dans les Landes, l'année dernière, la collecte du denier a dépassé les 8,5 millions de francs. L'équation pour l'Église est plus simple à poser qu'à résoudre. Comment ne pas changer les bonnes habitudes en changeant de monnaie? Santé, la journée mondiale contre le diabète, maladie beaucoup plus répandue qu'on ne le croit. 3 millions de diabétiques en France selon les médecins, dont 800 000 qui s'ignorent. D'où cette initiative de l'assurance maladie et de la ville d'Aubervilliers, mais elle aura lieu aussi ailleurs. Il s'agit sur les marchés de proposer un dépistage. Reportage Benoît Thévenet, Dominique Bonnet. On ne tâte pas les tomates, on n'admire pas les carottes, on ne soupèse pas les volailles. On tend le doigt pour se faire piquer. Car ce matin, sur ce marché, on dépistait gratis. Et l'étal consacré au diabète était le plus achalandé. On ne fait jamais vérifier le diabète, c'est simplement pour ça. Vous ne savez pas si vous en avez ou pas? Je ne sais pas. On est vérifié par notre docteur, mais ça c'est un plus. Ça. En allant chercher des grappes de raisin et des fruits, etc., je me suis inscrit. Une goutte de sang suffit à détecter un taux de sucre anormal. En quelques secondes, cette petite machine donne le résultat. Au-dessus d'1,2 g de sucre par litre de sang, le diabétique qui s'ignorait doit se prendre en charge. Vous avez un taux tout à fait normal. Avec le temps, une glycémie en permanence élevée va entraîner des troubles au niveau des yeux, la fameuse rétinopathie, l'atteinte de la rétine, des reins, néphropathie, des nerfs, et puis les gros vaisseaux, les coronaires et les artères des jambes. Il existe 2 sortes de diabète. Dans le type 1, le pancréas ne sécrète pas d'insuline, la substance qui permet de débarrasser le sang de son excès de sucre. Le malade doit alors lui-même se faire plusieurs injections d'insuline par jour. La maladie survient généralement avant 20 ans et faire du sport peut aider à diminuer la glycémie. Le diabète de type 2, le plus courant, n'apparaît qu'après 40 ans. Là, le pancréas délivre bien de l'insuline, mais elle est inefficace, le traitement est médicamenteux et un régime alimentaire pauvre en graisse et en sucre est fortement préconisé. Le diabète est aujourd'hui un enjeu de santé publique. Chaque année, cette maladie coûte 4,9 milliards d'euros, soit 32 milliards de francs à la société. Voilà, avant de retourner à Kaboul et à Washington, cette bonne nouvelle pour ceux qui aiment se promener tranquillement dans les alpages. Une innovation qui signifie peut-être la fin des piquets et des barbelés. Il s'agit d'une clôture électronique, elle est invisible, elle permet de maintenir les vaches dans l'enclos grâce, vous allez le voir, à des colliers assez particuliers. Explication Christophe Nédard. Voici à quoi ressemble cette clôture révolutionnaire. Un générateur relié à des fils posés à même le sol. Les vaches, elles, sont dotées d'un collier qui détecte les ondes électromagnétiques. Dès qu'elles s'approchent à moins d'1 mètre des fils, les bêtes reçoivent une légère décharge électrique. Le résultat est immédiat. L'expérience est satisfaisante pour les éleveurs. Ils ont réagi très bien, ça les 2 ou 3 fois au contact du fil. Et puis, se sont mis à brouter, mais ça ne les a pas perturbés énormément. Avec ce nouveau système, l'éleveur évite le long travail d'entretien de ses clôtures. Surtout, par sa souplesse d'utilisation, il permet le maintien de pâturage dans des zones de montagne abandonnées. Seul obstacle, mais il est de taille, le coût. Ce prototype de collier, conçu par des ingénieurs spécialisés, coûte 1 000 francs à l'heure actuelle. Sport, tennis, Sébastien Grosjean se relance au Masters de Sydney. Victoire en 2-7, 7-6, 6-3 contre l'Australien Patrick Rafter. Voici la balle de match. Le Français se qualifiera pour les demi-finales. S'il réussit, ce sera une autre affaire à battre André Agassi vendredi matin. Et puis du rugby, il s'appelle Frédéric Michalak, il a 19 ans, il est demi d'ouverture, il est considéré comme le futur patron de l'équipe de France et il est titularisé pour la première fois contre l'Australie. Le match samedi prochain à Marseille, à suivre bien sûr sur France 2. Pour le reste, l'équipe qu'il a emporté contre les Springboks, à une exception près, est reconduite. Voilà, nous retournons tout de suite faire un dernier point à Kaboul et d'abord à Washington, retrouver Étienne Lénart car la conférence de presse du Pentagone est en cours et Donald Rumsfeld apparemment cherche à tempérer l'optimisme né des victoires de ces derniers jours, Étienne.
Oui, en l'occurrence, c'est son porte-parole, une extrême prudence, une tonalité extrêmement prudente ce matin ici aux États-Unis, parce que, dit-on, la situation est trop volatile pour que nous puissions tirer des enseignements. Il serait dangereux de croire que les talibans se sont effondrés, c'est ce que vient de dire le porte-parole de M. Rumsfeld. Le Pentagone refuse du coup de confirmer la prise de l'aéroport de Kandahar. La seule information que les Américains confirment, pour la bonne et simple raison que c'est eux qui l'ont donnée par la voix de M. Rumsfeld ce matin, eh bien, c'est qu'ils ont positionné des soldats pour contrôler les principales routes d'Afghanistan, pour pouvoir arrêter éventuellement les talibans ou les membres du réseau Al-Qaïda qui tenteraient de quitter le pays. Pas d'informations sur Kandahar, Étienne? Non, je viens de vous le dire, le Pentagone refuse catégoriquement de confirmer la prise de l'aéroport de Kandahar. Ils reconnaissent qu'il y a eu des combats ce matin. Ils ne veulent pas dire si ces combats continuent. Ils ne veulent pas dire s'il y a des forces spéciales américaines autour de cet aéroport de Kandahar. On le sait, c'est une ville très importante. C'est la ville symbole et refuge des talibans. Mais le Pentagone refuse de confirmer que Kandahar est tombé aux mains de l'opposition. Voilà, et puis dernière précision qui nous arrive à l'instant, des bombardements seraient en cours contre des tunnels et des grottes en Afghanistan. Nous allons établir la liaison maintenant avec Kaboul et retrouver Michel Fine sur place. Michel, bonsoir. De votre côté et du côté de l'Alliance du Nord, pas d'autres informations sur le front en Afghanistan et notamment sur cette ville verrou maintenant de Kandahar? Alors les informations que nous avons eues ce matin venaient d'Islamabad. Les informations disaient que Kandahar était tombé. Nous sommes allés au ministère des Affaires étrangères pour avoir confirmation. On ne nous a absolument pas donné confirmation de la chute de Kandahar en nous disant que la situation était beaucoup trop obscure, beaucoup trop confuse pour pouvoir dire quoi que ce soit. Alors effectivement, Kandahar, c'est une ville symbole parce que c'est le berceau des talibans, c'est la ville du Mollah Omar. C'est une ville où s'était réfugié Oussama Ben Laden. Et c'est surtout vers Kandahar qu'ont fui tous les supporters d'Oussama Ben Laden, tous ces combattants arabes et pakistanais qui ont fui Kaboul vers le sud. Merci Michel pour ces dernières indications. C'est la fin de cette édition. À suivre la météo, Isabelle Martinet. L'info sur France de minuit 55. Le dernier journal, Laurence Piquet. Demain dès 6h30 Télématin. Et Corinne Lepage, invitée des 4 vérités par Françoise Laborde. 13h, Daniel Bilalian. À demain.